L'Angleterre, un pays où la tradition se mêle à la modernité, où le son de Big Ben résonne aux côtés des battements de cœur des stades de football. Ce pays a inventé tant de sports, de codes et de règles qui ont façonné le paysage sportif mondial. Mais quand il s'agit de tennis, il y a un paradoxe intrigant. Gardienne des clés du temple de Wimbledon, tournoi le plus ancien et le plus prestigieux au monde, l'Angleterre a été le berceau du tennis moderne. Pourtant, sur les courts, elle semble rester en retrait. Depuis Fred Perry dans les années 30, rares sont les Anglais à avoir inscrit leur nom au panthéon du tennis. À tel point qu'il a fallu un Écossais pour délivrer le tennis britannique d'une attente interminable de 77 ans. Comment se fait-il qu'un pays avec une telle histoire et une telle passion pour le tennis peine à produire des champions aujourd'hui ? Partons à la découverte de cette étrange malédiction, aussi ancrée que la pluie, dans le pays de Shakespeare. Le tennis moderne, tel que nous le connaissons, a pris ses racines en Angleterre. Les règles codifiées au XIXe siècle, le premier tournoi de Wimbledon en 1877 et l'élégance de ses pelouses verdoyantes, tout cela nous vient d'outre-Manche. Mais si la tradition anglaise du tennis est profondément ancrée dans l'histoire du sport, la liste des champions britanniques est étonnamment maigre. Depuis la création de Wimbledon, seule une poignée d'Anglais a réussi à se hisser au sommet de leur sport. Pour un pays qui a inventé le tennis moderne, le constat est frappant. Alors pourquoi les Anglais sont-ils si souvent en dehors du cercle des vainqueurs ? L'une des raisons de cette disette est liée directement à la culture même du tennis en Angleterre. Traditionnellement, le tennis a été considéré comme un sport d'élite réservé aux classes supérieures. Cette perception a restreint l'accès au sport pour les enfants issus de milieux plus modestes, contrairement à des pays comme l'Espagne où le tennis est un sport beaucoup plus populaire et accessible. Concrètement, sur les quelques 2000 clubs que compte le pays, la majorité est en accès privé. La condition pour les rejoindre, être plein aux as. Et oui, les clubs n'ont pas de financement locaux ou territoriaux comme chez nous, et sont donc tournés vers les adultes qui sont les seuls à pouvoir les financer. L'aspect compétition n'est absolument pas mis en valeur. Conséquence, les jeunes tournent le dos au sport. Autre facteur lié à cette culture conservatrice, la réticence à l'innovation. En comparaison avec d'autres nations qui ont adopté des techniques d'entraînement modernes, investi massivement dans les infrastructures et créé des académies de tennis florissantes, l'Angleterre a longtemps persisté dans ses traditions. Les programmes de formation des jeunes joueurs en Angleterre n'ont pas su s'adapter aux exigences du tennis moderne, ce qui a contribué à un certain retard par rapport à ses concurrents. Wimbledon n'est pas seulement le plus ancien tournoi de tennis au monde, c'est aussi le plus prestigieux. Chaque année, des milliers de personnes s'assoient pour regarder les meilleurs joueurs s'affronter sur le gazon anglais. Mais ce prestige est-il un poids trop lourd pour les joueurs britanniques ? L'histoire de Wimbledon et son importance dans le tennis ajoutent une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs britanniques. Et ce n'est pas Tim Henman, barré 4 fois en demi-finale du majeur londonien, qui dira le contraire. Ni Laura Robson, gagnante du tournoi junior en 2008, qui ne confirmera jamais par la suite les espoirs placés en elle, submergés par un tourbillon médiatique. Cette pression intense, alimentée par des attentes nationales et un désir de briller sur leur propre sol, a souvent été un obstacle mental pour les joueurs britanniques. D'ailleurs, ça vous rappelle pas un autre pays, ça ? Et puis, il y a un autre problème. Le gazon, bien que symbolique, est aussi une surface rare et coûteuse à entretenir. La plupart des jeunes joueurs britanniques s'entraînent sur des cours en dur ou en terre battue artificielle, et non sur les pelouses parfaitement entretenues de Wimbledon. Cela crée un fossé entre les attentes du pays et la réalité de la formation des jeunes talents. Dans les pays où le tennis est devenu une passion nationale, comme en Espagne avec Rafael Nadal ou en Suisse avec Roger Federer, les jeunes talents ont grandi en regardant leurs idoles locales triompher. En Angleterre, jusqu'à l'émergence d'Andy Murray, ces modèles faisaient cruellement défaut. Andy Murray, avec ses 3 titres du Grand Chelem, dont 2 à Wimbledon, a certes redonné espoir au tennis britannique, mais il reste une exception. Avant lui, Tim Henman et Greg Rusedski avaient ouvert la voie, mais aucun n'avait réussi à briser la malédiction de Wimbledon. Ce manque de modèles à suivre peut décourager les jeunes talents qui ne voient pas d'exemple de réussite à imiter. Une statistique illustre parfaitement cette disette. Les autres pays hôtes de Grand Chelem, à savoir l'Australie, la France et les États-Unis, ont historiquement toujours eu un fort contingent national dans le top 100 sur la dernière décennie. Le contraste est sans appel avec les Anglais. Et si l'on accepte Andy Murray, écossais de naissance, qui s'est surtout formé en Espagne à l'adolescence, et Cameron Norrie, né en Afrique du Sud et formé aux US en universitaire, la liste s'amenuise grandement pour trouver la trace d'un pur produit 100% british. Alors oui, il nous reste le vieux briscard Dan Evans, certes, auteur d'une carrière très honorable, mais loin de l'élite. Désormais, c'est Jack Draper qui endosse le futur de tout un royaume. Un autre aspect clé est le système de développement du tennis en Angleterre. Contrairement au système en Espagne, en France ou en Australie,
des académies nationales et des programmes de développement fortifient les jeunes talents dès leur plus jeune âge, la Grande-Bretagne a longtemps souffert d'un manque de structure et de soutien solide. Même avec la Lawn Tennis Association, mieux connue sous le nom de LTA, la fédération de tennis en Grande-Bretagne, des critiques ont souvent été faites sur l'inefficacité des programmes de développement. Il a fallu attendre l'ère post-Murray pour que la LTA commence à investir sérieusement dans les jeunes talents et à réformer son approche. De plus, les conditions météorologiques en Angleterre ne sont pas du tout idéales pour un entraînement extérieur toute l'année, comparé à des nations comme l'Espagne ou l'Australie, où les jeunes peuvent pratiquer en extérieur tout au long de la saison. Les installations en intérieur sont coûteuses et rares, ajoutant une autre couche de difficulté pour les jeunes talents en herbe. Bien que les Anglais aient historiquement lutté pour produire des talents au tennis, il y a quand même quelques lueurs d'espoir. L'émergence de jeunes talents comme Emma Raducanu, qui a remporté l'US Open 2021 à seulement 18 ans, et Jack Draper, qui montre un potentiel prometteur, pourraient signaler un renouveau. La LTA a également pris des mesures pour améliorer les installations, réformer les programmes de coaching et offrir plus de soutien aux jeunes talents. L'instance dirigeante a annoncé en 2018 un plan d'investissement XXL de 250 millions de livres sterling sur 10 ans pour améliorer les installations de tennis au Royaume-Uni et ainsi encourager la participation des jeunes. Cependant, la question reste ouverte. Est-ce que ces efforts seront suffisants pour surmonter un siècle de sous-performance relative ? Le chemin pour devenir une force dominante dans le tennis mondial est long et semé d'embûches, et les Anglais devront probablement repenser leur approche, non seulement sur le plan technique, mais aussi culturel, pour espérer un jour retrouver leur place de choix que leur tradition leur réserve.